Bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous ont suivis depuis ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième table ronde de la matinée du Cercle, consacrée au cloud. Cloud, allié ou ennemi de la cybersécurité de l'entreprise. Donc c'est un petit peu provoquant, mais bon, on va voir avec nos intervenants ce qu'il en est exactement. Donc 5 intervenants sur cette thématique. Olivier Gillet, vous êtes Regional Director France et Benelux d'Anomaly. Bonjour. Vasco Gomez, Global CTO chez Atos. Bonjour. Fabrice Delouche, RSM France CrosStrike. François-Xavier Vincent, groupe CISO et DPO chez Woodrive. Peut-être que DPO, la notion de DPO est importante. Et Nicolas Bachelier, DGA chez Primix. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Très contente de vous avoir pour cette table ronde qui va durer 40-45 minutes. Vous pouvez poser des questions via le chat. N'hésitez pas. Les experts qui sont là ce matin sont aussi là pour répondre à vos questions ou si vous avez des réflexions à nous faire sur cette thématique. Pour commencer, alors, je disais que la question était un peu provocante parce que est-ce que le cloud est l'allié ou l'ennemi de la cybersécurité de l'entreprise? Bon, bien sûr, il y a plusieurs notions que l'on entend derrière ça. Déjà, une question, peut-on affirmer que le cloud, parce que quand on regarde la littérature, quand on écoute les uns et les autres, est-ce que le cloud contribue à améliorer la cybersécurité des entreprises? Fabrice, tu as eu une réponse directe. Quand je t'ai posé la question, tu as dit comment on peut déployer de façon rapidement une application sécurisée offrant la mobilité, la performance, la croissance ou décroissance des usages, tout en réduisant les coûts d'exploitation. En fait, je fais tout. La réponse à ce jour passe par le cloud et tu m'as mis le cloud en majuscule. Alors, je voudrais... voilà. Donc, pour toi, il n'y a pas de question, en fait. Je ne sais même pas s'il y a une question sur le débat. Il y a plutôt, en ce qui me concerne, une affirmation, mais j'ai envie de dire tout ça, c'est le temps qui nous permet de le dire aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, on avait une vision qui pouvait être un petit peu édulcorée. Alors, au-delà de mon expérience personnelle, moi, j'ai fait partie des gens qui ont adhéré au cloud très tôt, à l'époque où AWS était très peu connu, en tout cas en Europe. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence. Donc, j'ai envie de dire, pour répondre à cette question, il y a deux approches qui, au final, pour moi, aboutissent au même résultat. C'est quand on prend la casquette de RSSI, on est plutôt orienté sur la gestion des risques. Donc, quand on regarde quel risque on prend à aller vers le cloud, on peut se poser des questions. Après, sur l'aspect métier, qui est plutôt celui qui m'intéresse, c'est de se dire aujourd'hui, on n'a plus le choix parce que les métiers poussent pour des commodités. Donc, il y a des services et des applications qui sont aujourd'hui disponibles sur étagère. Et la question se pose plus de savoir si c'est du cloud ou pas. Et ce terme cloud, il est tellement générique aujourd'hui. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est plutôt de parler d'application. Et la réalité, c'est que le cloud, pour moi, améliore la sécurité des entreprises. Alors, j'ai un parti pris maintenant, mais dans ma précédente vie, j'étais intimement convaincu qu'on allait mettre en place une architecture sécurisée en natif, en partant sur des solutions cloud. À l'époque, on parlait de cloud privé plus que de cloud public, mais maintenant, on a le choix. Donc pour moi, la réponse, elle est évidente. On a un framework, on a des capacités de sécurité dans les environnements cloud qu'on n'a pas forcément à disposition dans des situations plus internes, type data center. Et puis surtout, aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est la mobilité. Alors avec le Covid, je dirais, on est tous mis dans le fait accompli. Regardez, moi j'ai mon bureau dans la voiture en ce moment, parce que je suis en train de me déplacer. Donc je suis désolé pour ça, mais ça montre qu'aujourd'hui, on peut travailler n'importe où. Mais si on n'avait pas ces technologies-là, on est incapable de le faire. Donc pour moi, c'est utopique de croire qu'on ne peut pas aller dans le cloud. Par contre, il faut le faire de façon granulaire et plutôt le faire d'un point de vue applicatif. Donc moi, je suis pour la sécurité dans le cloud et avec des solutions aujourd'hui qui sont plus que pertinentes. D'accord. Bon, on va avancer justement dans cette réflexion. Vasco, vous êtes dans la même type de réflexion que Fabrice. Bon, le cloud, c'est aussi de l'innovation, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est extrêmement important. C'est aussi, Fabrice a rappelé qu'en ces temps de confinement, demi-confinement, semi-confinement, reconfinement, ça nous a quand même tous bien aidés, quoi. Oui, ça a permis une rapidité, Fabrice l'évoquait, une rapidité de transformation et d'adaptation qui aurait été compliquée sans ces outils.
Et Fabrice pointait un aspect extrêmement intéressant, c'est que le cloud a plusieurs facettes. Alors, je pense qu'il faut se garder de voir le cloud comme juste des machines virtuelles qu'on déploie chez un grand hyperscaler. Le cloud, c'est aussi un état d'esprit, des nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire de l'infrastructure, comme l'infrastructure immuable, le déploiement automatisé, l'élasticité des workloads ou l'infra en tant que code. Et ces technologies, on peut les utiliser aussi pour la sécurité, pour mieux penser à notre sécurité, pour avoir plus de visibilité et plus d'exhaustivité dans nos contrôles de sécurité. Donc, c'est plutôt que de voir ça comme uniquement comme un obstacle ou comme des nouvelles contraintes, il faut voir aussi les outils que ça peut apporter à une équipe RSSI lorsque c'est bien fait, lorsque c'est bien adopté. Et ensuite, il y a pour les petites et moyennes entreprises, c'est de toute façon aussi une manière d'avoir accès de manière simple, à faible coût humain et financier, à des fonctions de sécurité qui sont déjà natives aussi chez ces fournisseurs, quitte à ajouter des contrôles plus pointus en fonction de l'analyse de risque réalisée. Olivier, je vous voyais hocher de la tête par rapport à ce qui vient d'être Oui, dit. ce que disaient Fabrice et Vasco c'est ce que l'on voit nous. De toute façon, aujourd'hui, c'est nécessaire et c'est obligatoire. Vous avez eu un chiffre qui a été publié cette semaine par le Synergy Research Group. Les infrastructures de services cloud, maintenant, en termes d'investissement, dépassent les data centers. Donc, je dirais que le pli a été fait. Et nous, ce que l'on a vu, c'est qu'en fait, avec, comme le disait Vasco, les différents modes de déploiement d'un projet cloud, SaaS, PaaS, privé, hybride, etc., ça a permis de mettre en place de nouvelles sécurités. On a repensé la sécurité. Avant, c'est vrai qu'on vient tous d'une génération où c'était j'allais dire, le périmétrique, la DMZ, le silo, on se parle pas, etc. Mais aujourd'hui, comme le disait Fabrice, on a la mobilité, on a tout ça qui est arrivé en place. Donc, de nouvelles méthodologies, des nouveaux concepts, on a parlé Mitra-Attack dans la première session, on a parlé de surfaces différentes, et oui, donc la sécurité s'est complètement repensée. Là, actuellement, sur Occlusif, il y a il y a une session qui réfléchit sur ces problématiques de déploiement cloud. Et ce n'est pas uniquement les grandes sociétés. Comme le disait Vasco, en effet, le cloud permet à des petites entreprises d'avoir accès à des applications qui, jusqu'à maintenant, ils n'auraient même pas pu penser déployer dans leur environnement. Donc oui, ça contribue à améliorer la sécurité et aussi pour un impact, en France, on le sait tous, la cybersécurité est vue comme un investissement, mais vu comme quelque chose que les entreprises ont du mal à cerner. Et là, c'est comme le spam il y a 20 ans, tout le monde est au courant du ransomware qui part dans la presse, des blocages de grandes entreprises, bref, ces sujets sont sur la table et lorsque les directions vont voir leur informatique, elles comprennent que oui, il faut mettre de l'argent sur la table et aussi repenser un petit peu la sécurité dans l'entreprise. Merci. Alors Nicolas, et là on va commencer à avancer dans la réflexion avec vous et ensuite avec François-Xavier. Vous dites oui, ça améliore la sécurité des entreprises sur certains aspects. Moi, je me souviens certains RSSI qui m'avaient dit de toute façon, je ne pourrais jamais dépenser en sécurité ce que dépensent les grands faiseurs de cloud dans le monde, hein, parce qu'en fait, eux-mêmes investissent énormément. Mais ça amplifie certains risques. Et là, on en vient. Donc, je disais, ça va aussi nous occuper sur une partie de la discussion sur les risques liés à la souveraineté, à la confiance, à la confidentialité, à la maîtrise des données sensibles. Alors attention, ne nous emballons pas. Donc, il faut bien mettre les deux aspects quand même sur la table. Alors, oui, à nos yeux, c'est évident. D'abord que le cloud est une évidence, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Que ça apporte effectivement des niveaux de sécurité qu'on ne pouvait pas avoir au niveau d'une petite entreprise quand on va acheter ses services auprès de tiers qui sont des grosses structures qui sont capables de mutualiser des coûts. C'est aussi une évidence. Ce qu'il faut, je pense, aussi bien voir, c'est que utiliser ce type de service, ces nouveaux services, c'est de facto quand même augmenter sa surface d'exposition au risque.
parce que mes données, auparavant, elles étaient chez moi. Alors, effectivement, elles n'étaient pas forcément toujours très bien protégées. J'avais plutôt, les entreprises avaient beaucoup des réflexions autour de la protection dite périmétrique. Bon, la protection périmétrique, c'est bien, mais ça a ses limites. Donc, c'est sûr qu'avec l'avènement des services cloud et de la sortie de l'hébergement de ces données ailleurs que dans sa propre entreprise, ben, on les expose forcément un peu plus, quoi. D'une autre manière, mais on les expose aussi. Donc, déjà, dans l'entreprise traditionnelle qu'on avait il y a 10-15 ans, on ne savait pas forcément très bien protéger ces données, déjà. Hein. On ne savait pas très bien dire qui a accès à quoi dans mon entreprise, comment est-ce que je gère la confidentialité, comment est-ce que je peux être, moi, entreprise, souveraine sur mes données, c'est-à-dire les maîtriser, savoir qui peut les utiliser et qui n'est pas autorisé à les utiliser. Alors forcément, quand on va partir sur des infrastructures cloud, ben là, on maîtrise encore moins le fournisseur, on ne connaît pas les équipes et on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire avec ces données. Donc c'est sûr que d'un point de vue confidentialité, d'un point de vue souveraineté des données, ça pose des sujets qui sont importants. Oui. Alors François-Xavier, tu ne vas pas le contredire, hein, puisque on a compris que le cloud avait des avantages et de toute façon aujourd'hui on va pas revenir en arrière, mais tu insistes, standard européen, attention, le cloud n'est pas une garantie de protection. Oui, c'est clair, c'est pas le silver bullet, en ce sens que on va pas revenir sur les avantages du cloud, en effet, de mobilité, flexibilité, etc., disponibilité, mais en fait on fait confiance à quelqu'un d'autre pour gérer ces données, en partie. Donc, comme plusieurs des précédents intervenants l'ont dit, il faut une approche par les risques. Il faut identifier ce qui a de la valeur. On ne peut plus, en effet, comme disait Nicolas, parler de sécurité périmétrique. Maintenant, il faut savoir quels sont nos joyaux de la couronne et comment les protéger. Et peut-être qu'en fonction de leur sensibilité, on pourrait les mettre avec tel ou tel prestataire. Parce que dans cette question de confiance, il y a également quelles sont les législations applicables aux prestataires qui stockent mes données. Donc, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de souveraineté. On le débattra un petit peu, parce qu'en plus, alors les questions portent pas mal sur la souveraineté et sur l'hégémonie ou l'hégémonie des Américains ou la recherche d'un cloud provider français, enfin européen plutôt. Donc peut-être que ces sujets-là, je voudrais qu'on en revienne. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Donc juste sur ce point-là, pour juste rapidement conclure ce premier point, on fait confiance à quelqu'un d'autre pour stocker nos données peut-être les plus sensibles. Et la confiance, ça se démontre. Hein. Il faut des preuves de confiance. Je dis, la sécurité, moi, c'est comme l'amour. On peut faire confiance, mais il faut des preuves, il faut l'entretenir. Donc, voilà, donc il y a des certifications, des qualifications délivrées par l'ANSSI pour des niveaux plus élevés. Voilà, il y a toutes sortes d'éléments. Pour le niveau plus élevé de notre cloud, on le sait, c'est SecNumCloud. On parlait, parce que Woodrive n'est pas tout seul avec des certificats qualifiés. Il y en a également à OScale et OVH. Donc, et là, c'est une preuve, effectivement, c'est un engagement de l'État vis-à-vis du fait que ce service-là est de confiance, que les prestataires sont compétents, leur personnel sont compétents, qui respectent un certain nombre de standards. Il n'y a pas que ça. Et ce n'est pas forcément la solution pour tout, mais au moins, on sait qu'il y a des solutions et des moyens d'avoir un certain niveau de confiance en fonction des données qu'on veut confier. Oui, alors, je veux pas enlever je vais te laisser la parole, Fabrice. Je veux pas enlever la responsabilité des fournisseurs. Ils doivent prendre leurs responsabilités et surtout dans le domaine de la cybersécurité encore plus. Mais est-ce que c'est pas aussi à l'entreprise également? Et tout à l'heure, on a parlé lors de la table ronde de Zero Trust, bien sûr de l'identification, des accès. Bon, il y a ça aussi parce qu'on peut pas tout rejeter non plus sur le fournisseur de cloud. C'est aussi une démarche de l'entreprise. Alors bien sûr, comme tu dis, on fait confiance à l'autre. Oui, je fais confiance à l'entreprise pour me protéger mes données, mais j'ai aussi à mettre en place, moi, chez moi, une démarche. C'est facile aussi, finalement, de prendre un service cloud. Si on prend du SaaS, j'appuie sur un lien et c'est bon, j'ai mon service. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire son analyse de risque. Et on externalise normalement que ce qu'on maîtrise. Donc,
mettre toutes mes données chez un fournisseur, il dit bon, il va gérer, il va être sécurisé, c'est bon. Hein. Voilà, faut comprendre son appétit au risque, comprendre la confiance qu'on peut avoir dans ce prestataire, et puis voilà, faire son analyse à la fois économique et puis fonctionnelle, et encore une fois risque. Parce qu'en effet, si en interne, on se connecte au service cloud avec des PC qui sont pas patchés, un réseau qui est tout troué et autres, ça sert à rien d'avoir un prestataire super de confiance si à côté, dès qu'on récupère des données en local, c'est open bar pour tout attaquant. Merci. Fabrice, tu voulais réagir? Oui, tout à fait. Alors effectivement, ce que disait François-Xavier correspond tout à fait à l'approche qu'on peut avoir. Pour moi, tout tourne autour de la gestion de risque. Donc, j'apprécie de voir qu'on partage ce point de vue. En fait, il faut comprendre aujourd'hui qu'au-delà des solutions, il y a quand même des bonnes pratiques qui ont toujours existé et qui doivent toujours s'appliquer, qu'on soit dans le cloud public, privé ou on-premise. Pour moi, ces fondamentaux ne doivent pas être mis en cause. Par contre, la réalité, c'est qu'on arrive sur des accélérations en termes d'adoption, donc ce qu'on appelle l'agilité. Et ça, on ne peut pas dire le fait qu'aujourd'hui, le fait de basculer dans le cloud, à la fois l'agilité, elle est donnée par cette capacité applicative, mais la sécurité, elle devient agile. Donc, il y a un terme que j'utilise souvent, en fait, c'est Security as a Service. Alors, c'est un terme qui existe déjà dans beaucoup d'entreprises, mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il faut mettre le niveau de sécurité au juste nécessaire et il faut des fondamentaux. Alors, les couches basses, les termes qu'on utilise, l'underlay, l'overlay, il y a des termes très précis pour essayer de comprendre les mécanismes techniques qui peuvent se mettre autour de tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est de la gestion de risque au final. Donc, si vous êtes capable de faire de la gestion de risque, automatiquement, il y a des risques que vous êtes capable d'accepter et d'autres risques que vous direz non, ça, on ne peut pas le faire pour telle et telle raison. Et là, vous aurez une discussion qui est beaucoup plus pertinente vis-à-vis de l'opérateur de cloud, mais aussi vis-à-vis des contrôles techniques ou administratifs qu'il faut mettre en œuvre au sein de votre infrastructure et au sein de votre approche. Et c'est là où on revient à ce problème de zéro trust, de gestion d'identité. Ouais. Et ça, je pense, merci Fabrice. Vasco, c'est ce que vous dites aussi. C'est parce que j'avais une question sur la sécurité du cloud public, puisque là aussi beaucoup de choses peuvent être dites sur le cloud public. Et vous dites, mais c'est pas la question qu'on doit se poser. C'est pas est-ce que mon cloud est sûr, c'est plutôt est-ce que j'utilise le cloud de manière sûre. Donc là aussi, on revient à ma gestion des risques. Oui, vous avez évoqué, et François-Xavier l'a évoqué aussi, le partage de responsabilités. En fait, lorsqu'on utilise un cloud provider, il y a deux aspects. Il faut se concentrer. Alors, le cloud provider est responsable de la sécurité de son cloud, de ce qu'il propose. On appelle ça la security of the cloud. Mais le client qui consomme ces services et qui les configure est responsable de la sécurité dans le cloud, dans son cloud, de ce qu'il fait, de ce qu'il configure. Selon qu'il consomme une infrastructure as a service, une plateforme as a service ou un software as a service, le niveau de responsabilité sera différent. Mais même lorsqu'il ne fait que consommer une application délivrée en tant que service, comme du Salesforce ou autre, ou du ServiceNow ou du Office 365, y compris à ce niveau où il a peu de responsabilité, il a quand même la responsabilité de ses données, des contrôles, des identifiants et des contrôles d'accès. On a tendance à dire que dans le cloud, une erreur de configuration au niveau des accès et vos données sont accessibles à tout le monde. Donc, et le Gartner prédit qu'en 2025, 99% des incidents de sécurité dans le cloud seront dus à une erreur de configuration du client. Donc, c'est la responsabilité là de faire les choses bien et de ne pas se tromper. Ça a toujours été le cas, mais c'est encore amplifié dans ce modèle de responsabilité partagée. Nicolas, je crois que vous êtes assez, vous évoquez la valeur de l'information. On est un petit peu dans le même ordre d'idée que ce que vient de dire Vasco. Bien connaître la valeur de son information, et ça va permettre aussi de déployer cette stratégie cloud. Alors, c'est sûr que c'est bien de la connaître, cette valeur, mais encore faut-il pouvoir la connaître, parce que la valeur qu'on donne à une information, c'est pas la même. C'est pas la même qu'on soit un utilisateur dans un service ou un utilisateur dans un autre. C'est pas la même qu'on soit un partenaire qui reçoit une information qui vient de l'entreprise. Et c'est probablement encore moins la même quand on est quelqu'un d'externe qui cherche à voler des informations. Donc, la classification d'informations sur une chose, c'est des sujets qui sont utiles évidemment, mais qui sont pas toujours évidents. Donc, nous, ce qu'on voit
bien, ce qu'on pousse beaucoup, c'est à prendre en considération la sensibilité de la donnée, en fait, d'abord, peu importe où elle se trouve. Donc, en fait, on se rend bien compte que le sujet de sécurité, de confidentialité des données, sa genèse, elle est depuis la création des informations, et ensuite, elle doit être accompagnée partout où ces données seront déployées. Donc, le cloud, bah, évidemment, il faut prendre en compte cette configuration. Mais c'est vrai que ce sujet de la sensibilité de l'information, ce n'est pas parce qu'elle va être sur le cloud qu'elle sera sensible. Donc, elle doit vraiment être prise en amont et elle doit pouvoir être traitée de façon globale. Voilà, c'est comme ça que nous, on conçoit les choses chez Primus. Olivier, oui, allez-y. Oui, juste pour continuer sur le même, on ne sait pas quelle est la valeur d'une information, si elle est plus importante chez moi ou pour l'autre. Il y a aussi avant on a parlé de sécurité périmétrique, on est passé à d'autres modes. Il y a des modèles de modélisation. On a parlé de Mitrattack ce matin. Vous avez toutes les notions de cyber-renseignement, threat intelligence, le partage d'informations. C'est aussi un des sujets on se regroupe, on partage les informations. C'est très important. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a des années, hein. On discutait entre nous dans certains clubs, mais ça s'arrêtait là. Alors qu'aujourd'hui, nous, on le voit, on a des entreprises qui utilisent nos plateformes pour partager des informations des secteurs verticaux, intra-pays, entre pays, etc., etc. Donc, le partage est important et c'est surtout qu'on arrive à avoir comme ça une meilleure connaissance. Ce que font souvent les entreprises, c'est qu'elles demandent est-ce que mon information critique est-elle disponible sur le dark web? On a souvent cette question. Personne ne peut répondre, sauf simplement si vous faites l'accumulation de différents flux d'informations pour savoir si en effet on va trouver cette information. Mais après, vous avez raison, est-ce qu'elle vaut quelque chose? Est-ce qu'on va l'utiliser? Donc, il y a des nouvelles. Ça fait partie de la mise en place d'une solution cloud. Il y a des nouvelles pratiques à mettre en place sur la cybersécurité. Il faut surveiller, bien sûr, et peut-être on en parlera plus tard, la problématique de la souveraineté des données, qui fait quoi. Mais en effet, en tant que société qui déploie, je suis responsable aussi des bonnes pratiques de mes employés, de mon informatique pour y accéder. Et ça, hier, dans un groupe, il y avait une étude de Momentum Club, il y avait plus de 130 outils de sécurité déployés. Vous imaginez bien que 130 outils, ça peut être autant de failles, autant de pratiques, autant de mauvaises configurations. Donc, avoir maintenant des vues globales qui permettent à des équipes SOC ou des équipes, j'allais dire, d'analyse des risques, d'avoir un scoring, c'est-à-dire de mettre, voilà, ça c'est important, mais peut-être qu'on l'a vu chez mes compétiteurs qui m'en ont parlé, alors que ça c'est peu important, mais ça peut être important pour moi. Vous voyez, mettre en place une réflexion autour de l'intelligence des cyberattaques, ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité et de réagir. C'est-à-dire que ce qui est stratégique pour moi n'est peut-être pas pour mon voisin, par contre ça peut être utilisé comme une faille dans mon infrastructure. J'ai l'impression quand même que le maître mot de cette année sera la coopération, parce que c'est quand même François-Xavier et Fabrice après. Merci Olivier. Oui, c'était pour renforcer les points. En effet, quand on prend un service cloud, pour tous les avantages qu'on a mentionnés, il faut s'assurer de quelle sécurité nous apporter. Donc, mais il faut aussi s'assurer qu'on l'utilise comme il faut. Je prends l'exemple, que ce soit OneDrive ou Gmail ou d'autres qui offrent des services de SaaS, mais pour lesquels on peut avoir soit du simple mot de passe, soit du MFA. Moi, je sais beaucoup de clients n'activent pas le MFA parce que c'est plus simple d'avoir juste un mot de passe. Donc, des solutions de sécurité, mais que les gens n'utilisent pas. Voilà, peut-être que c'est pas gênant en fonction de leur analyse de risque. Il faut être sûr justement qu'on a cette bonne analyse. Pour revenir sur le point de threat intelligence, je pense qu'en effet, un service de SOC, d'avoir un CIEM pour qu'il surveille les données les plus sensibles, ça me paraît aussi indispensable. Parce que autant voir s'il y a une fuite avant qu'il se trouve sur le dark web. Avoir la bonne veille, avoir des oreilles ouvertes sur ce qui se passe, être capable d'identifier très rapidement tous les 0D, les vulnérabilités qui sortent et les patcher aussi rapidement, parce que sinon on laisse des portes ouvertes pour des attaquants. C'est important. Donc cette qualité de service, cette confiance qu'on doit, je pense, demander aux fournisseurs cloud afin justement de maintenir le niveau de sécurité auquel on peut espérer avoir souscrit. Merci. Fabrice, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors je sais qu'il y a d'autres questions potentielles, mais on ouvre une discussion où il y a pas mal de sujets qui ressortent. Donc là, j'ai entendu parler de threat intelligence. Donc c'est vrai que ce sont des thèmes qui sont relativement avancés aujourd'hui. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut être capable de prendre des décisions. Quand vous regardez très rapidement, et j'entendais parler du framework MITRE, qui est un référentiel qui fait ses preuves, la réalité aujourd'hui, c'est quel type de menace on doit traiter, que ce soit dans le cloud ou pas.
Aujourd'hui, les profils que l'on voit passer, et je vous incite à regarder les rapports que l'on sort tous les ans, mais il y a quand même des fondamentaux. C'est aujourd'hui, il faut être capable de réagir en quelques minutes. Donc, il y a des cycles de décision de la veille technologique, il y a des choses à faire. On va dire ça, encore une fois, c'est des bonnes pratiques, mais c'est pas ce qui va vous permettre d'être opérationnel et de réagir à une cyberattaque comme on les voit depuis quelques années. Donc la réalité, et c'est là où je voulais en venir, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fondamental dans l'approche et qui a complètement accéléré la capacité de réponse qu'on appelle le threat hunting. Ça, c'est vraiment une approche qui permet de réagir en amont, donc de faire de la prévention et surtout d'analyser tous les signaux. Alors j'insiste là-dessus parce que peut-être que dans l'audience, il y a des gens qui n'ont pas forcément qui vont pas partager mon point de vue, mais encore une fois, c'est intéressant d'avoir des questions. La réalité, c'est que toutes les attaques passent toujours par un signal faible, par un événement qui n'a pas été traité. Et quand on est capable de prendre ça, et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est entre autres notre fil rouge, hein, mais quand vous êtes capable de détecter ça en temps réel, je peux vous assurer que vous avez le temps de réagir et vous avez le temps de monter en puissance sur votre réponse à l'incident. Le problème, c'est qu'on a un contexte qui est très, très agile pour certaines entreprises et moins pour d'autres. Oui. Alors, je voudrais, parce que le débat est passionnant et je pense que là, on pourrait le continuer encore longtemps. Juste peut-être revenir, on a quelques questions qui nous sont posées par les auditeurs, donc je vais vous les donner. Quid du cloud dans l'appréhension de la sécurité en environnement industriel? Est-ce que il y a une différence pour les environnements industriels? Donc, Fabrice, je te redonne la parole. Alors, et ensuite, Olivier. Ouais, je vais être bref parce que le temps est compté. Mais alors, je serais ravi d'échanger en dehors de cette discussion. Moi, je suis un industriel, je viens de l'industrie et j'ai été exposé à des problématiques bien avant que le cloud existe. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la force du cloud, c'est d'apporter les mêmes contrôles, les mêmes techniques, les mêmes solutions, si je puis dire, avec des process transverses. Donc, vous pouvez protéger aujourd'hui un système OT, IoT, avec les mêmes méthodologies que vous appliquez dans votre système informatique pour vos serveurs et pour vos utilisateurs. Donc oui, on sait faire et on le fait de mieux en mieux avec les techniques qui sont accessibles dans le cloud. Et on revient, alors le sujet d'avant, le Zero Trust, mais là, on est vraiment dans le Zero Trust quand on est dans l'industriel. Donc oui, il y a des éléments de réponse et je serais ravi d'échanger si toutefois il y a des personnes qui s'intéressent. Ok. Olivier. Non, en fait, Fabrice a raison. On parlait sur les premiers réseaux, on parlait d'une norme SCADA par exemple qui avait été établie sur les réseaux industriels qui étaient souvent à l'époque des réseaux à plat. Aujourd'hui, ensuite, on a parlé de micro-segmentation, parce que mettre des firewalls en fait pour je résume, hein, micro-segmenter. Aujourd'hui, oui, comme dit Fabrice, on a des concepts d'usines complètement automatisées IoT qui sont préprogrammés par des opérateurs, des fournisseurs qui à distance se programment les chaînes de production. Donc oui, il y a même on parlait de Trace Intelligence, vous avez même des sociétés spécialisées dans vous fournir des flux d'informations concernant justement des failles potentielles ou ce qui est peut-être arrivé sur d'autres environnements IoT. Donc oui, il y a des réponses et on n'est pas obligé d'être en air gap ou en promise, c'est-à-dire air gap, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire complètement séparé d'Internet. Vous pouvez avoir des usines complètement connectées et qui seront protégées comme un environnement de back-office dans une entreprise. D'accord. Alors, avant de venir au sujet, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions et qu'on va le traiter de la souveraineté, j'ai une question pour Vasco sur quelques clés pour réussir sa stratégie cloud. Et vous m'avez dit, il faut jamais sous-estimer la préparation. On l'a rappelé un peu tout à l'heure. C'est vrai que c'est facile d'appuyer sur un lien pour avoir un service. Ça c'est quand même assez simplifié, pas simplement pour du logiciel, mais cet environnement, il est important. Alors, je vous ai un petit peu perdu parce que j'ai un problème de bande passante. Je parlais de la préparation pour réussir sa stratégie cloud, qu'il ne suffit pas de cliquer sur un lien pour… Oui, alors on le mentionnait tout à l'heure, la difficulté de configurer correctement et d'utiliser correctement les services. La difficulté aussi de bien choisir les bons services. François-Xavier le mentionnait, donc en fonction de sa stratégie, de ses risques et de ses ambitions de souveraineté. Je ne sais plus qui mentionnait aussi la difficulté de déterminer la valeur d'une information. Tout cela sont autant de challenges qui sont nécessaires pour bien réussir sa sécurité dans son cloud, donc bien réussir sa transformation digitale et sa migration vers le cloud. Et ça demande du temps et de la préparation. Et ça demande à ce que
le RSSI soit mis dans la cabine de pilotage et ne soit pas ajouté à la stratégie de migration de cloud une fois que la copie est prête et que les services sont déjà montés. Je dirais même que c'est avant de migrer la première application, les systèmes de sécurité et les solutions de sécurité cloud doivent déjà être en place, que ce soit pour surveiller la posture de sécurité, que ce soit pour protéger des workloads ou que ce soit pour protéger des API et des applications. Mais vous êtes toujours là, Vasco, parce qu'on a l'impression que vous avez… Oui, d'accord. On a l'impression… Ça doit déjà être en place. Oui. La connexion n'est pas très très bonne, Vasco. Je ne sais pas si vous pouvez… C'est bon là, oui. Oui, mais quand même, malgré tout, enfin, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on a quand même l'impression que le cloud a favorisé tout ce qui est Shadow IT. Alors, c'est pas la raison du Shadow IT, le Shadow IT n'est pas arrivé grâce au cloud, mais aujourd'hui, on sait, il y avait eu une étude justement réalisée par le CESA il y a 2 ans, je crois, sur le développement, là aussi exponentiel, du Shadow IT en entreprise. Ça reste quand même fort. Bon, cloud, il y contribue un peu. Alors, comment il fait le RSSI ? Oui, vas-y, François-Xavier. Allez-y. Vas-y, François-Xavier. Non, je voulais dire que le cloud ou pas, Shadow IT, c'est que les gens, ils cherchent à faire leur boulot. Donc, si ils trouvent que leur DSI ou leur CIO sont trop rigides, elles ne savent pas les accompagner pour le choix de solutions, sont tout bloqués, naturellement, les gens, ils ont besoin de faire leur boulot. Donc, s'ils ont besoin d'échanger des fichiers et qu'ils ne leur offrent pas les outils qui sont sécurisés et qui sont convenables d'utilisation, ils vont utiliser des solutions gratuites ou autres, mais directement sur Internet. Mais facile d'accès, surtout. Voilà. Le Shadow IT, il faut le sortir de l'ombre en donnant aux gens les moyens de bosser de manière correcte. Fabrice, le cloud peut réduire le Shadow IT grâce à l'offre de services à la fois… Si l'offre est claire. Si l'offre est claire, voilà. Fabrice ? Alors je suis encore une fois complètement convaincu du fait que le cloud peut potentiellement accélérer, je dirais, l'exposition au risque si ce n'est pas sous contrôle, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et François-Xavier vient de le dire, c'est le Shadow IT ou les termes qu'on peut utiliser là-dessus, c'est parce qu'en fait, on n'a pas mis à disposition des utilisateurs les bons services au bon moment. Il faut remettre les choses dans le contexte. Il y a des DSI dans la mesure où ça peut être parfois et pas toujours la responsabilité de la DSI, mais la réalité, c'est que c'est un choix d'entreprise. On doit donner le pouvoir, entre guillemets, à ceux qui ont la capacité de mettre sous contrôle des applications. Mais la réalité, c'est que si on n'est pas capable de faire, je dirais, une approche relativement proactive pour comprendre les usages et quelque part être force de proposition, il est évident qu'avec le cloud, les utilisateurs sont brillants pour aller trouver des mécanismes pour contrecarrer ce que potentiellement les entreprises ne peuvent pas créer. Mais j'ai envie de dire, ça c'est un faux sujet pas que pour moi, mais c'est à la fois fondamental, mais d'un autre côté, c'est aussi une stratégie d'entreprise et de communication que d'expliquer à la fois aux utilisateurs, mais aussi aux dirigeants, qu'il est dans l'intérêt, je dirais, de la digitalisation de l'entreprise, du cloud, de l'adoption à tous ces nouveaux usages, d'être capable de faire mieux, plus vite. Et alors, je dis aussi pour moins cher au final, mais c'est une réalité économique aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait le cloud, on ne peut pas l'éviter. C'est qu'économiquement parlant, on n'a pas trouvé mieux. Vasco, puisqu'on vous a récupéré. Oui, merci. Et pour renforcer ce que dit Fabrice, je trouve que le Shadow IT, alors le Shadow IT pose des risques, mais c'est aussi une opportunité pour la sécurité. Parce que ce que je constate en général, c'est que les métiers adoptent des solutions parce qu'ils ne trouvent pas les outils dans leur IT. Par contre, ils ont toujours cette inquiétude sur les risques pour leurs données et sur leur sécurité. Et un RSSI qui sait se positionner en face des métiers et à savoir les accompagner, c'est une opportunité pour lui de leur dire j'y vais avec vous et de gagner de la visibilité sur ce qui se fait.
Donc, lorsque c'est motivé, j'ai vu cette transformation dans certaines entreprises où le RSI se transformait en aide à l'analyse de risque vers les équipes métiers et vers les équipes applicatives. Et c'est toute sa valeur ajoutée, si je puis dire, justement. Oui. 2 secondes, c'est son rôle, pour moi, c'est son rôle premier, mais je suis d'accord que tout le monde n'a pas forcément cette mission. D'accord. Alors, comme il nous reste pas énormément de temps, on va quand même. Le dernier gros morceau, c'est la souveraineté, parce que la souveraineté des données, ça fait partie aussi de ce cloud dans le risque. Je voudrais entendre Nicolas sur ce sujet. Après, François-Xavier, je te laisse la parole, c'est promis. Ouais, je crois qu'on est assez complémentaires. Primix, nous, Primix, on est un peu tombé dedans il y a longtemps, en naissant, il y a plus de 15 ans dans la souveraineté, parce que, alors c'était souvent à l'époque un sujet qui était de l'apanage des États. On disait, oui, voilà, la souveraineté, c'est comment je protège les données sensibles de mon pays, de mon ministère contre l'espionnage, etc. Même s'il y avait historiquement quand même certaines grandes entreprises qui étaient aussi sensibilisées à ces sujets-là, les entreprises, les industries, le monde de la défense, etc. Bon, aujourd'hui, ce sujet de la souveraineté a jamais été complètement réglé d'ailleurs. Et maintenant qu'on parle du cloud, ça déporte ce sujet aussi sur ces environnements-là. Savoir, alors il y a plusieurs piliers dans la souveraineté. Il y a effectivement le sujet de pouvoir conserver la capacité à exploiter ces données qu'on va héberger ailleurs. Mais il y a aussi un sujet qui est prégnant, qui est celui de la capacité à maîtriser ce pétrole, cet or numérique que représente nos données, les données des entreprises, et donc s'assurer que où qu'elle soit, finalement, n'importe où, qu'elle soit en train de se balader à travers des emails, ou qu'elle soit hébergée dans Office 365, ou qu'elle soit chez un fournisseur de cloud de confiance aussi, de toute façon, l'entreprise a besoin de pouvoir s'assurer qu'elle ne va pas perdre la valeur de ces informations. Et une façon de la perdre, c'est de ne pas maîtriser qui y a accès. Donc, il faut savoir maîtriser la confidentialité sur ces données, peu importe où elles se trouvent, en fait. D'accord. Et ce qui est important pour l'entreprise, c'est d'être capable de mettre en place une politique potentiellement globale qui va pouvoir traiter de ce sujet-là, ce qu'on appelle, nous, le Data Confidentiality Management, et qui peut permettre d'envisager de maîtriser de gérer ce qu'on appelle le droit d'en connaître. C'est un mot qui reste toujours un peu la langue quand on le prononce, mais que les initiés connaissent bien. Merci. François-Xavier, je te fais réagir. Oui, déjà peut-être commencer par essayer de donner une définition du sujet aussi, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes et de postures sur le sujet souveraineté. C'est le sujet très à la mode. Et puis, je ne suis pas du tout là pour dire il y a les méchants Américains et les gentils Européens. Je dis simplement que déjà, de quoi on parle? Moi, je reprends, je prends la définition qu'a donnée le patron. Donc, Guillaume Poupard, en ouverture des Assises, en 2020, il a dit la souveraineté, c'est quelque chose de genre, c'est être maître de son destin. Être maître de son destin, c'est-à-dire qu'en Europe, c'est la législation européenne qui doit s'appliquer prioritairement. Ça ne veut pas dire se fermer aux partenaires non européens. C'est pas du protectionnisme qui bloque, qui empêche les autres de rentrer. C'est juste pour la donnée sensible, au moins, assurer que les législations principalement applicables sont les données, sont les législations européennes. Je vais remettre un instant ma casquette d'IPO pour rappeler la validation du Privacy Shield l'été dernier. Privacy Shield, c'était, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'ils ne sont pas nombreux, c'est une sorte d'accord d'équivalence avec le RGPD qui garantissait un traitement respectueux des données des citoyens européens, des données personnelles. Et bien, la Cour de justice européenne a jugé que justement les droits des citoyens européens ne sont pas protégés de manière adéquate aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas vraiment de recours possible matériellement des citoyens européens. Donc voilà, ça montre juste qu'il faut être, je crois, très lucide. Encore une fois, c'est l'analyse de risque. Lorsqu'on fait appel à un prestataire ou un fournisseur qui est soumis à une législation qui n'est pas la législation européenne. Alors, ce pas fait l'appel à eux. Des fois, d'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. C'est quoi l'alternative à Office? C'est peut-être Google Doc, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'alternatives européennes. Mais voilà, il faut y aller en étant conscient des risques, simplement, les yeux ouverts et de l'acceptabilité dans son cas particulier, pour soi, mais aussi pour ses clients. Donc, c'est se poser la question simplement, est-ce que c'est acceptable si, d'une manière ou d'une autre, les informations que je confie à un fournisseur ou à un partenaire se retrouvent entre les mains de leurs services et de mes concurrents?
Merci. Proximité des, Voilà. Alors, il y a 2-3 questions qui sont sur la régulation. Et justement, Olivier, je vais vous faire intervenir parce que vous dites, bon, les États sont des champions pour créer des règles et normes. Il faut que les entreprises et les fournisseurs gèrent ensemble et répondent aux questions à la souveraineté des données et des déploiements. Et comme je disais, beaucoup de questions sur la régulation, sur les réglementations qui diffèrent Bon, nous, on a une réglementation européenne, mais si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Russie, en Chine, tout ça, ça diffère. Je vous laisse réagir par rapport à ça. Et ensuite, Fabrice, je te laisserai terminer. Oui, je pense que c'est bon. De toute façon, c'est très important. On travaille tous pour différentes sociétés. Elles ont peut-être des sièges en France, des sièges à l'étranger, mais on en revient au sujet. C'est juste à mettre en place un process de toujours associer par exemple le DPO quand il existe ou un cabinet externe qui va pouvoir contrôler les informations. Où sont mes données en effet? C'est parce que aujourd'hui les États ont des régulations, vous en aurez d'autres qui vont arriver de plus en plus dans certains pays, notamment sur les zones APAC, enfin Asie, et donc on ne sait pas aujourd'hui. Donc les États créent des règles et des normes. Aussi dans les entreprises, vous avez par exemple, des gens qui avaient des normes PCI, d'autres pour le contrôle bancaire, vous avez SOX, vous avez d'autres régulations qui existent. Et donc, il faut associer en effet à la brique sécurité, le mettre dans le projet, comme il a été dit précédemment, au démarrage d'un projet cloud, ajouter aussi une partie, je ne vais pas dire légale, mais une partie d'une connaissance, donc DPO majoritairement dans les entreprises françaises, qui va donner un petit peu son grain de sel et qui va contrôler. Dans tous les appels d'offres auxquels nous répondons, il y a toujours des questions, où sont mes données, est-ce que vous avez un déploiement GDPR, etc., etc. Donc, ce sont des choses auxquelles un prestataire, qu'il soit éditeur ou prestataire de service, sait répondre et sait s'engager. Donc, je pense que c'est juste un process. Par contre, il faut bien le mettre en place dès le démarrage du projet. D'accord, merci. Alors, encore un petit mot, Fabrice? Si tu non, es mais court, je vais essayer d'être court, mais là, ce que j'entends a non seulement du sens, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une réalité économique et on a des réponses. Alors, effectivement, on est toujours sollicité pour assurer les clients, mais au-delà du fait que nous sommes une société américaine, la réalité, c'est que on a été parmi les premiers à proposer des livrables pour montrer notre compliance avec la RGPD, mais pas que, pour montrer que tout ce qui est gestion des données, essayer de démontrer où sont les données et rassurer également les personnes avec qui on échange pour leur montrer à quel point on a une maturité. Alors, de façon générale, je peux généraliser, mais il y a des éléments de réponse qui doivent être exigés dans tous les appels d'offres, ça me paraît comme étant une évidence, et c'est pas une boîte noire, c'est pas une boîte de Pandore, il y a des livrables, il y a des choses qui sont vues et analysées avec les directeurs juridiques et qui permettent d'échanger avec les DPO, et ça, c'est la vraie vie. Donc, il ne faut pas dissocier la notion de souveraineté de la notion d'efficacité. Par contre, il y a un point, et je vais en terminer là, qui est absolument fondamental, c'est à quelle rapidité on est capable de gérer le risque. Et là, il y a une dichotomie qui est absolument phénoménale entre le cycle de vie, je dirais, des lois et de toute la problématique de data privacy et la réalité d'une réponse à incident. Donc, dites-vous bien que tout ça, ça ne fonctionne pas à la même vitesse. Par contre, il y a des bonnes pratiques qui sont en mesure de s'appliquer dès aujourd'hui. Et côté client, vous êtes tout à fait en droit d'exiger des éléments de réponse à vos questions pour être rassuré, si toutefois vous avez besoin d'être rassuré, sur où sont vos données et comment elles sont traitées. Ouais. Et comme le dit François-Xavier pour conclure, l'efficacité et la confiance peuvent faire aussi bon ménage. Donc, de toute façon, là, je crois qu'on a ouvert un sujet de débat pour une autre table ronde. Alors, bon, c'est l'heure. Je voulais vous remercier. Je voulais remercier tous les 5 pour avoir participé à cette table ronde. On a vu que le sujet était quand même vaste et qu'on pourra y revenir sous un angle différent. Je voulais remercier tous nos auditeurs de ces 3 tables rondes ou de celle-ci, à vous dire à bientôt, j'espère au mois de juin sur une soirée du cercle, sinon ça sera au mois de juillet, et puis on se retrouvera tous, j'espère, et puis on se retrouvera sinon aux assises en octobre. En tout cas, merci, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à tous. Merci Florence. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. We'll be right back.